Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la dernière partie du challenge cinéma. Malheureusement, je n'ai pas pu regarder 10 films, je me suis arrêtée à 9, donc le compte y est presque. J'ai beaucoup aimé faire ce challenge parce que je regardais plus trop de films et du coup ça m'a permis de m'y remettre un petit peu et de voir des films de différents genres et de différentes nationalités et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vous laisse donc désormais avec la sélection de 9 films. Burn After Reading, c'est une histoire complètement improbable qui tourne autour de 3 personnages. Un ex-agent de la CIA alcoolique, un de ses collègues qui couche avec sa femme, et un coach sportif un peu simplet. L'idée, c'est de se moquer royalement des services secrets, avec une légère dose d'absurde hilarante. Les frères Coen offrent un film pas spécialement incroyable, mais qui fait rire et qui ne ressemble à aucun autre. Il y a vraiment une ribambelle d'acteurs connus et vraiment chouettes, avec John Malkovich, Tilda Swinton, George Clooney, Brad Pitt ou encore Frances McDormand. C'est d'ailleurs assez drôle de voir Clooney et Pitt faire autant les débiles dans ce film. Et ce qui fait que c'est vraiment, on retrouve un peu de cette finesse et ce ton un peu très fou, très absurde des frères Coen. Donc si vous aimez leur film en général, bien Burn After Reading, c'est assez fidèle à ce qu'ils ont l'habitude de réaliser. Un film qui m'a beaucoup ému, Le Labyrinthe de Pan. C'est un conte tristement ancré dans le réel que va nous offrir Guillermo del Toro. Pendant la guerre d'Espagne, nous découvrons dans une forêt Ophélia, une petite fille, et sa mère qui est enceinte. Et elles vont partir retrouver le père du futur enfant, le capitaine Vidal, un homme dont on va vite découvrir la cruauté. Ophélia, en même temps, va découvrir d'étranges créatures autour d'elle qui veulent la guider à travers diverses épreuves. C'est un film qui, pour moi, regorge d'idées, et Del Toro, il pose son univers entre monde féerique et horrifique, avec des éclairages tamisés et parfois saturés pour faire ressortir des couleurs rougeoyantes. C'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup faire au travers des quelques films que j'ai vus de lui. Sans prétention, Le Labyrinthe nous raconte comment l'enfant cherche à s'échapper, à adoucir la violence du monde réel par l'imagination, puisqu'on est en période de guerre et qu'il y a également les résistants qui essayent de se frayer un passage et de déjouer les plans du capitaine Vidal. On a tout un jeu sur les portes, les clés et les transitions qui passent ainsi aisément du réel à l'imaginaire pour nous faire douter de ce que la jeune fille voit. C'est assez symbolique, ces portes, ces clés, pour montrer le passage d'un monde à un autre. Et puis je trouve que l'actrice principale, donc cette jeune fille, a vraiment été remarquable. Elle a un jeu que je trouve très touchant, très sincère, très naturel. Donc c'est vraiment un film de Del Toro que je vous recommande. J'ai pas vu beaucoup de films de lui, j'ai vu Pacific Rim et La jeune fille de l'eau, je sais plus comment ça s'appelait. Et c'est pas des 3, c'est vraiment Le Labyrinthe de Pan que je trouve vraiment au-dessus du lot. Un film japonais, Vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa. C'est un film qui est empli de mystères. Il faut savoir qu'il a remporté le prix Un certain regard à Cannes en 2015. On va suivre Mitsuki, qui est une professeure de piano, qui le soir en rentrant chez elle, va voir son mari, Yusuke, qui a disparu depuis 3 ans. Lorsqu'il la voit, il lui annonce qu'il est mort et il lui propose de voyager avec elle pour rencontrer les personnes qui l'ont aidé, lui, pendant son parcours, avant de disparaître. Vers l'autre rive, donc, ça va être un film qui va osciller tout le long du voyage entre réel et onirique. On ne sait pas pourquoi Yusuke est revenu, ça va être un peu le questionnement principal du film. Et puis, on a d'autres fantômes qui vont apparaître, et c'est symbolisé un petit peu par une espèce de brume mystique qui va apparaître à l'écran comme pour rappeler leur présence. Et puis toujours, on sent une distance entre les personnages vivants et morts, et ils sont séparés par un peu des lignes invisibles, donc on voit à travers la géométrie des pièces, des lieux où ils sont filmés, par exemple des encadrements de portes, des meubles, ou qui se placent entre les personnages à chaque fois, et ce qui crée vraiment la distance entre le vivant et le mort. C'est un film que j'ai trouvé vraiment beau à suivre, avec un rythme qui est lent, certes, mais qui est qui comporte suffisamment d'éléments pour susciter notre curiosité tout le long du voyage de Yusuke et Mitsuki. Sûrement l'un de mes coups de cœur vraiment de ce challenge cinéma et vraiment peut-être l'un des films que j'ai préférés, c'est Elisa et Marcella, qui sont 2 jeunes femmes qui vont se rencontrer au début du XXe siècle dans une Espagne très catholique et conservatrice. Et les 2 jeunes femmes vont s'éprendre l'une de l'autre, mais doivent faire face au cruel regard des autres. Pour y échapper, l'une va se travestir pour qu'elle puisse se marier. Je vous laisse imaginer ce que cela pouvait impliquer à l'époque. C'est un film absolument magnifique, superbe, qui est disponible sur Netflix et qui malheureusement est peu connu. Il est tiré d'une histoire vraie, donc c'est un récit qui est d'autant plus fascinant et bien entendu très touchant, parce qu'on va découvrir les sacrifices que les 2 femmes doivent faire
pour simplement pouvoir s'aimer. Les deux actrices sont incroyables, elles arrivent vraiment à faire ressortir ces deux âmes flamboyantes qui se retrouvent, qui s'aiment passionnément. Et le film en général est magnifiquement filmé, c'est en noir et blanc, donc ce qui permet vraiment de voir encore plus, je trouve, les détails des objets, des formes. Et puis, ce film est particulier parce que c'est un film réalisé donc par une femme, et je crois que c'est le seul réalisé par une femme que je vous présente dans tout le challenge. Donc je trouve que c'est quand même important de le souligner, et ça me fait penser qu'il faudrait vraiment que je fasse plus attention finalement quand je regarde des films comme ça, à essayer d'un peu d'alterner, parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile de trouver des films réalisés par des femmes que par des hommes, malheureusement. Un documentaire pour changer un peu, donc I Am Not Your Negro, qui est réalisé par Raoul Peck et qui est fait à partir des écrits de James Baldwin à propos de ses trois amis activistes, Medgar Evers, Malcolm X et Luther King. Baldwin va nous raconter les tourments de l'Amérique, son incapacité à unifier noir et blanc, pourtant nés dans le même pays. Ponctué de photos, d'archives, d'interviews, de reportages et d'extraits de films d'époque, le documentaire prend la voix de Baldwin pour dénoncer l'esclavage, raconter la lutte pour les droits civiques, les meurtres de ses trois amis militants. C'est un film à voir, surtout si vous ne connaissez pas trop l'histoire du racisme aux États-Unis. C'est court et c'est vraiment sublimé par l'intelligence, par la sagesse de Baldwin. Donc je compte vraiment lire prochainement les écrits parce que j'ai trouvé sa façon de parler, de décrire vraiment magnifique à travers ce film. On ne se refait pas, encore un film d'animation japonaise, donc Perfect Blue, qui a été réalisé dans les mêmes années que Ghost in the Shell dont je vous parlais précédemment. Je peux vous dire déjà entre les deux que j'ai vraiment préféré Perfect Blue, donc où on va suivre Mima, une pop star qui va décider d'arrêter sa carrière pour se lancer en tant qu'actrice dans une série. Elle est très vite tourmentée dans sa vie parce qu'il commence à se produire des phénomènes vraiment mystérieux, comme si elle était poursuivie, comme si elle était espionnée par un mystérieux vigile. Perfect Blue dénonce plusieurs choses, d'une part l'obsession que peuvent avoir certains hommes, certains otaku pour des stars, mais également l'utilisation des femmes à l'écran pour faire du profit, en les manipulant et en mettant leur nudité et fragilité au premier plan, pour faire plus de vues, pour faire plus de profit. Le film est remarquablement mené, tout se mélange pour nous comme pour Mima en fait, on ne distingue plus ce qui est la réalité, ce qui est filmé pour la série, ce qui est hallucination, donc ce qui est réalité. C'est un peu un thriller psychologique à la Hitchcock, j'ai trouvé. Donc vraiment, je vous le recommande, il est très bien mené et assez terrifiant en fait dans ce qu'il dénonce, dans son genre. Donc je vous le conseille. Will Hunting, le genre de film qui fait du bien, je trouve. On va suivre Matt Damon, qui joue donc le personnage de Will Hunting, qui est un jeune homme vif et bagarreur de la banlieue de Boston qui enchaîne les petits boulots avec sa bande d'amis, une bande d'amis inséparable. On découvre vite que le jeune homme fait preuve de capacités intellectuelles exceptionnelles et un professeur de maths primé décide de le prendre sous son aile après l'avoir remarqué, avec l'aide d'un psychanalyste incarné par Robin Williams. C'est un film bienveillant qui interroge sur les choix qu'un jeune doit faire pour son avenir. Est-ce qu'on doit privilégier le choix objectif du meilleur parcours ou simplement suivre son cœur? Et je vous laisse voir le film pour savoir comment répond le film à cette question. Une suite au merveilleux Toy Story 3 semble a priori plutôt étonnante, mais le quatrième opus, donc Toy Story 4, nous rappelle que Pixar, Disney, possède une grande créativité et parvient toujours à se renouveler avec finesse. On retrouve donc bien sûr Woody et sa bande, devenus les jouets de la petite Bonnie qu'on a aperçue dans l'épisode précédent. Le film raconte le tiraillement de Woody à rester continuellement attaché à un enfant ou à tenter une autre vie. Visuellement, le studio fait des prouesses. Je crois que jamais les jeux de lumière et le rendu des textures n'auront été aussi brillants. Vraiment, ça m'a bluffé tout le long du film et je pense aussi qu'ils ont sauté sur l'occasion de certains décors pour encore plus nous en mettre plein la vue, avec plein de lustres, de verres qui reflètent la lumière. C'était vraiment magnifique. Et en bonus, il y a des nouveaux personnages que je trouve pas inintéressants. La petite poupée notamment qui est assez intéressante. J'aime aussi la double interprétation qu'on peut faire du film où Woody n'est pas qu'un jouet mais aussi un parent ou aussi un enfant. Il y a plusieurs façons de le voir que je trouve sympa et qui sont laissées à notre libre interprétation. Et puis mention spéciale au duo peluche Poussin Lapin que j'ai trouvé très mignon et très drôle. Même si je crois que la VF n'a pas plu à tout le monde visiblement. Je termine avec un film plutôt comédie familiale, donc un autre film avec Robin Williams où il va incarner Daniel dans Madame Doubtfire, qui est un acteur plein de passion et d'énergie et qui aime ses enfants plus que tout au monde. Sa vie bascule quand Miranda, sa femme, décide de demander le divorce
et Daniel va devoir se retrouver un travail et un logement s'il veut pouvoir garder ses enfants. Très vite débordée par le travail et la garde de ses enfants, Miranda décide de faire appel à une nourrice. Daniel y voit là l'occasion rêvée de revoir ses enfants. Je trouve que c'est un peu un feel-good movie. Chris Columbus, je trouve qu'il est très fort pour ce genre de film. Il a déjà fait Maman j'ai loupé l'avion et les 2 premiers Harry Potter, donc c'est une ambiance assez enfantine avec aussi de l'humour. Le film est drôle, triste, et j'aime bien l'idée qu'il casse cet aspect des familles classiques avec un père et une mère, qu'il nous parle des familles monoparentales, des familles avec des enfants qui sont adoptés ou qui vivent chez d'autres membres de leur famille. C'est vraiment intéressant. Et aussi Robin Williams est terriblement touchant, terriblement drôle dans ce rôle de père un peu décalé. C'est un film qui ne tombe pas non plus dans le happy end facile et qui sait trouver un équilibre, on va dire, réaliste. Donc vraiment c'est un film, j'ai envie de vous dire, très familial et sympa, qui est fait pour les enfants mais vraiment pas que, parce que les idées derrière sont tout à fait intéressantes et importantes aussi. Voilà, c'est la fin de ce challenge cinéma, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les films que vous avez vus, les films que vous me recommandez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!